Pendant ce temps, la scène se déplaça vers le clan d'Henri, où le chaos régnait déjà. Sans prévenir, un groupe d'assaillants inconnus lança une attaque brutale contre le clan. Une véritable guerre éclata en quelques instants. Les flammes consumèrent les bâtiments, réduisant en cendres les terres du clan de la Germination unique. L'air était saturé de fumée et le clan baignait dans le sang. Partout, on ne voyait que destruction, corps sans vie et les signes indéniables d'une dévastation totale. Au milieu de ce carnage, le patriarche du clan d'Henri Shenwu, s'efforçait d'avancer malgré l'écrasante supériorité numérique. Ses pas étaient lourds, mais déterminés. Alors qu'il s'approchait du chef des assaillants, sa voix tremblait, non seulement de peur, mais aussi d'incrédulité et de colère. Il exigea de savoir qui ils étaient et pourquoi ils avaient choisi d'attaquer le clan d'Henri. Cependant, avant même qu'il puisse répondre, le chef ennemi agit sans hésiter. D'un seul geste rapide, il abattit Shenwu. Le coup fut si net et si soudain que la tête de Shenwu se détacha instantanément de son corps. Sa tête tomba au sol, roulant inerte dans une direction, tandis que son corps s'affaissait dans l'autre. Le chef ennemi resta immobile un bref instant, fixant froidement le cadavre de Shenwu. Son regard était dénué d'émotion, empreint uniquement de détermination. Se détournant, il ordonna calmement à ses subordonnés de se présenter à Ashido. Il déclara que le clan d'Henri avait été entièrement anéanti et leur ordonna de mettre en œuvre le grand plan. Tandis que les flammes continuaient de consumer les vestiges du clan, la scène se déplaça. Là, un autre chef de clan agrippait une jeune femme du clan d'Henri par les cheveux. Son état témoignait des souffrances qu'elle avait déjà endurées. L'homme l'examina avec indifférence, jugeant à ses vêtements si elle appartenait réellement au clan d'Henri. La considérant comme une perte de temps, il la tua sans hésiter. À cet instant précis, quelqu'un s'approcha. Le chef de clan remarqua sa présence et esquissa un sourire, remarquant que tout semblait déjà terminé. Il lança une remarque moqueuse à un certain Nuage, insinuant que cet individu ne savait pas apprécier de tels moments. Cependant, derrière son assurance se cachait une certaine prudence. Il pensa au clan Nangung, connu sous le nom d'Ombre Changeante, et se dit qu'un clan aussi puissant n'aurait jamais envoyé un signal aussi évident. Une idée commença à germer dans son esprit, le clan Nangung avait peut-être déjà découvert le plan. Agissant promptement, il ordonna à ses serviteurs de bloquer immédiatement toutes les routes menant à Anhui. Sans plus attendre, il leur ordonna d'appliquer la première stratégie à la lettre. Son escouade, telle une troupe de ninjas, se rassembla aussitôt, prête à exécuter ses ordres avec précision. Le récit fit ensuite place à une autre scène troublante. Un groupe de personnes, figées par la peur, la confusion et le choc, contemplait une vision d'horreur. Il s'agissait du même endroit où, peu de temps auparavant, un homme avait ri comme un fou en écrivant un message sur le mur avec du sang. Ce message, écrit avec du sang, était glaçant et énigmatique. Il parlait de la lune, de l'empereur et d'une silhouette qui marchait lentement et devenait roi. Le message complet annonçait que lors de la pleine lune, l'empereur chuterait et que celui qui marchait lentement s'élèverait pour devenir roi. Un membre du clan, bouleversé par cette vision, se tourna vers le patriarche et chercha des réponses, incapable de comprendre qui avait pu commettre un tel acte. Le patriarche admit qu'il n'en savait rien non plus. Cependant, il était certain d'une chose, quelqu'un s'en prenait au clan Nangung. Avec urgence, il fit remarquer que le mariage aurait lieu prochainement. Reconnaissant le lien potentiel, il ordonna une augmentation de la fréquence des patrouilles et exigea une vigilance accrue. Il donna pour instruction à tous les membres de lui signaler immédiatement toute activité suspecte. Les membres du clan obéirent fermement, prêts à suivre son ordre. Tandis que le patriarche s'éloignait, plongé dans ses pensées, il commença à déchiffrer le sens du message. Il pensait que l'empereur faisait probablement référence au clan Nangung, et que la pleine lune symbolisait le jour du mariage. Pourtant, une phrase le troublait profondément, celui qui marche lentement. Il s'efforçait de comprendre de qui il s'agissait et s'interrogeait sur ce qui se tramait réellement au sein du clan Nangung. La scène se transforma alors en une discussion animée entre plusieurs chefs d'escouade. Le chef de l'escouade de l'épée du firmament frappa la table du poing, exaspéré. Il déclara avec véhémence que toute cette situation n'était qu'un complot. Il fit valoir que Doyo n'avait même pas pu être avec le clan pendant une année entière et s'indigna de l'idée de remettre en question leur futur gendre sur la base d'une simple phrase énigmatique. Il avertit que si de telles accusations étaient rendues publiques, le clan Nangung deviendrait la risée de tous. En revanche, Nangung-in, chef de l'escadron de l'épée illimitée, déclara calmement avoir un avis différent.
Il insista sur le fait qu'il devait se concentrer sur les 8 caractères laissés par l'intrus. Il souligna que la phrase désignant celui qui marche lentement faisait clairement référence à Doyo. Cette déclaration mit en rage le chef de l'escadron du firmament, qui réagit immédiatement avec incrédulité et colère. Cependant, Nangung poursuivit, expliquant que l'intrus était parvenu à infiltrer le grand clan Nangung, à tuer ses guerriers et à laisser un message aussi clair. Cela indiquait que son objectif était bien plus ambitieux qu'une simple infiltration, un assassinat ou de l'espionnage. Il leur rappela ensuite l'éclair de lumière aperçu la nuit précédente, l'interprétant comme un signal délibéré et sans équivoque. L'intrus avait révélé sa présence puis disparu tel un fantôme, semant la confusion. Le chef de l'épée du firmament, incapable d'accepter ce raisonnement, s'écria de colère, se demandant s'ils envisageaient réellement d'arrêter Doyo sur la base d'une accusation non prouvée laissée par un intrus inconnu. Il soutint qu'une telle action déshonorerait le clan et nuirait à sa réputation, surtout s'il s'agissait d'un piège. Il souligna également les conséquences personnelles, se demandant comment ils affronteraient Mademoiselle Yin en cas d'acte inconsidéré. Un autre chef d'escouade intervint, ramenant le calme dans cette discussion animée. Il reconnut que les deux camps avaient des arguments valables. Si les agissements de l'intrus étaient indéniablement suspects, il était tout aussi important de ne négliger aucune piste, même la plus infime. Il rappela ensuite à tous que les chefs de l'escouade du Tonnerre Céleste et de l'escouade du Vent Céleste avaient déjà été dépêchés sur place pour enquêter. Il fut confirmé que l'escouade du Tonnerre Céleste avait été envoyée explorer la région de Hefei. On estima que si quelqu'un, individuellement ou collectivement, complotait quelque chose en lien avec la pleine lune, des mouvements notables auraient dû être constatés depuis longtemps. Alors que la discussion se poursuivait, l'urgence s'empara de la pièce. Le chef de l'escouade du Tonnerre Céleste, Nangung, arriva en toute hâte. Sa seule présence laissait présager une situation catastrophique. Il demanda aussitôt l'autorisation de remettre un rapport urgent. Le roi exigea de connaître la situation sans délai. Nangung, peinant à garder son sang-froid, annonça la terrible nouvelle. De tous les membres envoyés en exploration, aucun n'était revenu. Le poids de ces paroles résonna lourdement, annonçant une menace encore plus grande et plus sinistre planant sur le clan Nangung. Dans le silence tendu qui suivit le rapport, un autre chef de clan, visiblement sous le choc, laissa transparaître son émotion. Il perdit ses moyens, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre, incrédule qu'aucun membre de la mission ne soit revenu. Le roi s'avança et posa une main rassurante sur l'épaule du chef de l'escadron céleste, tentant de calmer les esprits malgré le malaise grandissant. Il rappela à tous que les membres envoyés en mission étaient censés revenir dans un délai d'un shijin. Leur absence était non seulement inattendue, mais profondément alarmante. La voix du roi était grave lorsqu'il pressa le chef d'expliquer ce qu'il pensait être la vérité. Le chef de l'escadron céleste baissa les yeux, le visage empreint de frustration et d'inquiétude. Après un bref silence, il admit que la situation laissait présager une issue tragique. Il semblait que le clan Nangung n'était plus seulement confronté à des menaces isolées, mais bien complètement encerclé par ses ennemis. Ces paroles provoquèrent un choc dans la pièce. Tous les chefs d'escouade présents réagirent avec incrédulité. L'un d'eux, incapable de contenir sa confusion, demanda qui pouvait bien avoir la force d'encercler un clan aussi puissant que celui de Nangung. Tandis que la question persistait, un autre chef se mit à analyser les possibilités. Il songea aux 18 bras du Yangtze, mais rejeta rapidement cette idée. Aucun traité ne les liait, plus important encore, une force navale de cette envergure n'opérerait pas à l'intérieur des terres. Cette théorie ne correspondait pas à la réalité à laquelle ils étaient confrontés. Nangung souligna alors la gravité de la situation en déclarant que la région de Hefei était déjà encerclée. Cette révélation ne fit qu'accroître la confusion et la tension dans la pièce. Un autre chef d'escouade, visiblement agité, éleva la voix, frustré. Il se demanda quelle force au sein d'Anhui pourrait bien accomplir un tel exploit. L'ampleur de l'opération semblait impossible. Il affirma qu'il ne devrait même pas exister de groupe suffisamment important pour encercler le clan Nangung. Pour lui, la situation entière défiait toute logique. Pendant un bref instant, personne ne trouva de réponse. Puis, le chef de l'escadron céleste reprit la parole, d'un ton désormais assuré mais menaçant. Il révéla qu'il existait bel et bien un lieu, un seul dans tout Murim, qui possédait le pouvoir nécessaire pour encercler le clan Nangung. Tandis que tous les regards se tournaient vers lui, il prononça le nom que nul ne voulait entendre, le culte divin du démon céleste. Le poids de ce seul nom changea l'atmosphère de la pièce. Le message énigmatique précédent ressurgit dans leurs esprits avec une clarté nouvelle.
À la pleine lune, l'empereur chuterait et celui qui marche lentement deviendrait roi. Le récit changea alors une fois de plus, cette fois pour se concentrer sur une silhouette solitaire se tenant devant le clan céleste Sozom. L'homme se tenait seul, calme et serein, un léger sourire aux lèvres. Aucune hésitation, aucun doute ne transparaissait dans son attitude, comme s'il affirmait la prophétie écrite dans son sang. Il en répétait le sens en silence. Lors de la pleine lune, l'empereur tombait, et lui, celui qui marche lentement, se relevait pour devenir roi.